Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 24 toujours dans la peur, Social Index ça fonce sur up, mais par contre là, je commence à avoir des doutes effectivement. On l'avait vu redescendre régulièrement, mais ça fait quelque temps qu'il est pas mal bloqué. Les ordres de marché ce matin, 8h15 que j'enregistre l'émission ce samedi, sont plutôt sur une recherche d'achat, mais on voit que c'est bétonné de part et d'autre, du côté de Coinbase notamment, et ça se dispute entre les acheteurs et vendeurs autour de 39 000 à 39 950. Donc effectivement, on est parti faire un retest, on a tenté en tout cas il y a 2 jours d'aller à la Kijun Daily, bon ça a raté, bloqué par le haut du nuage daily. Donc pour l'instant c'est un peu inédit depuis le début d'année, mais on est passé sous le biseau ascendant. Donc là pour l'instant on a une clôture sous le biseau, on va pas tirer de plan sur la comète, mais bon en général ce qui va se passer sur ce genre de figure c'est un pullback jusqu'au niveau du bas de la figure, donc soit on va réintégrer, mais là dans ce cas-là il y a quand même pas mal de résistance, il y a le bas du biseau. On a les 2 nuages, donc le nuage hebdomadaire en orange, le nuage daily en violet, donc bon, sans être trop bear, mais moi de mon côté, là, ce que j'envisage plutôt, c'est un rejet, et ensuite on part rechercher un peu plus bas. Donc si on part rechercher un peu plus bas, on va regarder juste avec un retracement Fibonacci. Voilà, déjà, pourquoi pas dans un premier temps d'aller chercher les 1,414 à 37 700, ou alors carrément les 1,618 à 37 000. On va dire que court terme, d'ici le milieu de semaine prochaine peut-être, enfin en tout cas moi je l'envisagerais bien comme ça, ce serait de descendre entre 37,7 et 37. Donc après, comme d'habitude, ça n'engage que moi, ça reste mon analyse, mais je ne vois pas réintégrer directement, je trouve que la dynamique, elle est vraiment pas positive en ce moment. Il y a très peu de volume, comme je vous l'ai dit précédemment, on a du mal en fait à refranchir le milieu de cette figure. Là, on a bloqué pas mal de fois au même endroit. Donc moi, j'envisagerais plutôt pour le moment de continuer, et du coup de passer assez franchement sous le nuage et sous la figure. Zone de rechargement de vente logique. Pourquoi une zone de rechargement de vente logique? Parce qu'on a cassé et clôturé au-dessus du premier arrêt, même si on était à intégrer ce qui est, entre guillemets, une situation émotionnelle bearish, et qui n'était pas très bullish en effet, les structures sont formées et on ne revient pas en mettre en cause les précédents lots. Dès lors, dans cette configuration de marché, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de se trouver ici. Et il y a beaucoup de personnes qui attendent d'acheter là. Ok? Ça, c'est super important. Dès lors, rien n'indique qu'on va faire ça. Absolument rien. J'aurais pu dire, peut-être qu'on peut partir très très fort, si je voyais ce type de choses, je vous le fais en mille, hein, si on voit ça et ça ici, et que là on voit strictement rien, je dis, c'est pas top l'histoire. C'est pas top l'histoire. Parce que ça coûterait beaucoup d'argent en fait à aller filer ces ordres de vente pour derrière cristalliser et pourquoi pas nous faire une pattern de retournement sur un dead cat band, c'est aller beaucoup plus bas parce qu'il n'y aura pas d'ordre à exécuter. Or, ici, il y a beaucoup d'ordres à exécuter. Et l'objectif du marché et des market makers, c'est d'exécuter un maximum d'ordres et pourquoi pas faire FOMO les gens parce que les baleines se battent contre les baleines et les baleines ont une seule obsession, c'est acheter moins cher pour revendre plus cher. Donc s'il y a des baleines qui sont déjà en position, et il y a des baleines qui sont déjà en position, les ordres ont été files ici sans aucun problème, et ben leur objectif à ces baleines qui ont acheté là, c'est d'empêcher d'autres baleines de rentrer, pour que ces baleines achètent plus cher. Ça peut être les mêmes personnes, hein, ou les mêmes groupes d'individus, mais l'idée c'est ça. On se bat toujours contre des très gros portefeuilles, et nous on essaye de naviguer, de survivre dans ce marché. Donc c'est-à-dire les courbes, et si on prend ce fameux drapeau, également, on pourra l'établir de suite, en tout cas comme suit, prendre ensuite l'objectif que je vais faire copier-coller, d'accord, copier-coller, hop, le poser vers la zone de cassure. Alors, encore une fois, ici également, il y en a qui vont mettre plutôt comme ça. Le niveau de support, moi, je le prends par rapport au... Excusez-moi, à la racine, à la touchette ici, et puis après, on voit l'évolution. Et donc, je prends vraiment les mèches, d'accord. Il y en a qui prendront plutôt les corps. Pour ma part, je vais prendre ici les mèches. Est-ce que les corps, on a déjà break tout à la baisse ou pas? Je ne sais pas, je regarde. Non, oui, ah oui. Avec les corps, on est en dessous. Avec les corps, on vient de passer en dessous ici. On n'a pas clôturé. On est encore à... où est le temps de développement de la mèche ici? 4 heures de développement parce que je suis en daily. Mais maintenant, clairement, avec les corps, on est en dessous. À voir si ça le confirme ou pas. Mais voilà, si on attend les mèches, on n'est pas encore en dessous. Malgré tout, s'il y a vraiment cassure de cette tendance ici, vous voyez, hein, de cette tendance légèrement haussière en daily, et qu'il y a cette cassure, l'objectif serait d'aller chercher les alentours des 24 000 à 23 000 $ tout de même. D'accord? C'est assez bas.
Ça peut faire peur, mais pour qui est-ce que ça peut faire peur? Encore une fois, la question est posée. Pour celui qui a fait son emprunt, pour celui qui a finalement pas prévu sa vie pour l'année à venir et qui est finalement sur le fil du rasoir, mais autrement pour les investisseurs comme moi, comme vous, je suppose, et c'est pour ça que j'insiste, normalement en fait c'est de l'opportunité de se dire si ça chute, mais c'est la fête, d'accord, la fête nationale du BTC, mais tant mieux que ça chute, c'est bête, hein, dit comme ça, mais tant mieux. On est gourmand, on veut plus de BTC, et plus c'est bas, et plus finalement on en aura dans notre poche. Sans oublier, bien entendu, qu'on espère une lente et progressive évolution dans le temps, comme on peut l'observer avec le log. D'accord, comme ça. Ça, c'est logique. On le veut quand même, hein, on n'est pas complètement idiot. Mais si ça baisse, on dit merci en fait. Hein. Les opportunités d'achat sont toujours bonnes à prendre. Nous avons notamment des petites choses qui sont en cours. Donc nous sommes en weekly sur BTC. On voit que la bougie est en train de se clôturer. Alors, par contre, c'est une bougie d'indécision. C'est très très bien. Ce n'est pas terminé, mais là, vraiment, cette semaine, il faut qu'on clôture, qu'on va essayer de réintégrer un petit peu au-dessus. Parce que si on ne réintègre pas au-dessus, ça veut dire que, en l'occurrence, on aura encore un gros signal de sell en weekly. Et là, par contre, c'est pareil, ça veut dire que ça validerait aussi le Nasdaq en chute. Et donc, on aura une cohérence des différents indices. Pour ce qui est normal étant qu'ils sont corrélés, mais du coup on aurait une incidence très très forte avec une chute et une continuité de la chute, un petit peu ce que je vous explique depuis un certain temps. Là on aurait vraiment un signal très très fort, donc il faudrait faire très attention, notamment en position si jamais vous êtes en longue, surtout sur les altcoins, parce que tout simplement si le BTC décroche, la majorité des altcoins décrochent, pas la totalité, on n'oublie pas la totalité. L'important c'est qu'on aimerait bien avoir du ranging qui s'effectue pour garder les longues qu'on a pu avoir sur les altcoins et avoir un petit peu de performance qui est effectuée. Sur du daily en Ichimoku, malheureusement c'est pas positif. On a la ligne spine qui potentiellement va arriver et casser le dessous. S'il casse le dessous, là on aura une très belle entrée en fait encore pour du short avec comme objectif cette zone là, cette grosse zone d'aplat qui est à 35 000. Qui serait vraiment ça, ou 37 000 déjà dans un premier temps, qui est tout simplement la résistance weekly de Ichimoku. Donc les traders Ichimoku là se préparent en l'occurrence à une continuité baissière qui est en train de se faire, et malheureusement on a quand même beaucoup d'indications qui nous disent ça. Ethereum suit exactement ce que fait BTC, troisième semaine, on est sur un petit doji pour l'instant, indécision de marché, mais je pense pas de toute façon que Ether nous fasse des trucs de fou tout seul. Après, peut-être que ça va relancer un peu la machine au moment où effectivement le merge arrivera, puisque pour rappel, pour l'instant ça a l'air d'être délayé plutôt à l'automne, mais ça n'a pas été non plus super confirmé par d'autres personnes, donc j'attends d'avoir des sons de cloche officiels pour pouvoir vous en parler un peu plus, mais en tout cas, voilà, ça suit plus ou moins ce qu'est en train de faire le marché. Parlons maintenant brièvement donc de l'Ethereum et de son trésor à plus d'1,3 milliard de dollars. Depuis son lancement en 2015, la blockchain d'Ether est devenue incontournable, à savoir la DeFi, la GameFi ou encore les NFT. Selon un rapport de la fondation Ethereum publié le 18 avril, la trésorerie actuelle de la société s'élèverait à plus d'1,3 milliard de dollars en crypto et 300 millions de dollars en actifs non crypto. Bien sûr, l'écrasante majorité des cryptos détenus sont des Ethers, et ils ont même 0,3% de l'ensemble des Ethers en circulation. Mais ils ont également d'autres crypto-monnaies dont ils n'ont pas voulu révéler la nature. Et concernant les 300 millions en actifs non crypto, il s'agirait en fait de monnaie fiduciaire, donc vraisemblablement du dollar. Ils ont également détaillé leur plan d'investissement en 48 millions de dollars de 2021. On a BTC Fuel qui nous mettait en avant qu'on a un Bitcoin Bottom Indicator qui est aussi simple que pertinent, et ça on peut le mesurer depuis très très longtemps, c'est la moyenne mobile en hebdomadaire 200, la 200 WMA. Donc ça, vous pouvez vous le mettre sur TradingView, et actuellement, on le vérifiera dans quelques instants, elle doit se trouver autour de 21 000, 22 000 dollars. J'ai pas regardé récemment, mais on ira vérifier ça. Toujours est-il, lui, le couple a un RSI 10 qui, quand il rentre très largement en zone de survente, eh bien, c'est un point clé pour acheter, couplé à la touchette sur la 200 WMA, comme on vient de le dire. Et le stochastique qui serait réglé en 21,5, qui là aussi pourrait revenir sur une zone autour de 10, voire légèrement en dessous, et qui, pour l'instant, est encore relativement haut. Donc, quand on met tout bout à bout, et je vais y revenir dans quelques instants avec un autre chart, je crois, que j'avais partagé il y a 48 heures de Dave the Wave, c'est clair que d'un point de vue d'un bear market en tant que tel, puisque c'est quand même dans un bull market long terme que nous fait les cryptos depuis plus de 10 ans que le Bitcoin existe, on a eu des phases extrêmement haussières et des phases extrêmement baissières.
vous m'en voudrez pas si j'utilise le mot bear market quand on a des altcoins qui prennent moins 80, moins 90, voire jusqu'à moins 99% comme en 2018. Donc je ne sais pas du tout si là on va faire une 2018 bis ou si on est déjà rentré en phase de réaccumulation. Dans tous les cas, comme je vous le dis souvent, si on se projette sur la fin de cette correction sur l'année 2022 là maintenant pour une réaccumulation en 2023 et un prochain halving en 2024, c'est ça la temporalité qui nous intéresse désormais, en tout cas pour Bitcoin. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies? C'est quelque chose de plus global que les crypto-monnaies. Ça nous vient encore tout droit des États-Unis. Et c'est en fait la Fed, la banque centrale américaine, qui a lancé, qui a jeté un coup de froid sur les marchés boursiers. Là, on a l'article du Point sur ce sujet. En fait, le patron de la Fed a fait une déclaration, donc Jérôme Powell, où il a déclaré en fait qu'il pourrait y avoir une hausse des taux d'intérêt de la Fed de l'ordre de 0,5% au cours du prochain mois, du coup pour mai en fait, alors qu'avant on était, on va dire, sur des hausses de 0,25%. Là, c'est en train de s'accélérer. Le marché s'attend à une hausse de 0,5% en mai, 0,5% en juin, 0,5% en juillet. Donc, ils pensent que la Fed va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Et certaines banques d'affaires, donc là, on a Nomura, pensent, eux, qu'on va même aller jusqu'à une hausse de 0,75% en juin et en juillet. Donc, ça fait vraiment une forte hausse des taux d'intérêt. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que l'inflation est trop haute aux États-Unis. On a dépassé les 8% d'inflation aux États-Unis. On se rapproche des 10%. C'est énorme. La Fed veut essayer de maîtriser cette inflation grâce à ces taux d'intérêt. Et ça fait pas plaisir aux marchés boursiers. Et les marchés boursiers sont très corrélés à la crypto actuellement. Quand les marchés boursiers baissent, la crypto-monnaie baisse. À court terme, c'est ce qu'on voit. Après, oui, je l'ai déjà dit, je me répète, mais sur le long terme, l'inflation, pour moi, c'est pas une mauvaise chose pour les crypto-monnaies, c'est une bonne chose. On va dire les gens risquent de se tourner plus vers des crypto-monnaies qui perçoivent comme une protection contre l'inflation. On va maintenant parler de l'Union européenne qui veut littéralement donc changer le Bitcoin ou peut-être même le détruire. En fait, il y a certains politiques de l'Union européenne qui sont littéralement contre le Bitcoin et qui pourraient même avoir des plans vis-à-vis de la crypto. Et on a de nouveaux documents internes à l'Union européenne qui viennent malheureusement attester cette théorie et qui ont été publiés par le journal Netzpolitik. En fait, ces documents révèlent tout simplement des échanges entre plusieurs fonctionnaires étatiques, et notamment des discussions qui se sont tenues à huis clos en novembre 2021. On ne sait pas exactement ce qui s'est prononcé durant cette commission européenne, mais un email qui a été révélé montre qu'ils ont parlé de l'innovation blockchain. Et selon un extrait du journal Netzpolitik, lors de la réunion, l'une des personnes présentes soulève une question cruciale. Sans détour, la personne demande si l'Union européenne ne devrait pas interdire de manière générale le trading de crypto, qui comme Bitcoin utilise le consensus par preuve de travail, autrement dit le mining. Malheureusement, la réponse a été masquée, et la raison qui a été invoquée par la commission est que cette décision permet donc de protéger un processus décisionnel en cours. Donc littéralement, ils n'ont pas eu le droit de publier la réponse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est plutôt inquiétant. Car s'il n'y avait rien de négatif, ils auraient sûrement pas masqué la réponse. Voilà, quand on regarde en arrière, lors du bannissement de la crypto donc par la Chine, la cryptosphère dans son ensemble s'est vite remise. Les acteurs donc en Chine se sont exilés dans d'autres pays ou dans des paradis fiscaux, ou bien certains malheureusement ont fait faillite. Et ce qui fait peur, c'est que dans les discussions de l'Union européenne, ils n'ont absolument aucune préoccupation de la communauté donc réunis autour du Bitcoin. Et ils vont même jusqu'à déclarer que si l'Ethereum se conforme au Proof of Stake, alors il est légitime. Dans le cas contraire, il n'y a aucune nécessité de protéger le Bitcoin. Il faut également préciser que quand la Chine a interdit la crypto-monnaie, beaucoup qualifiaient cette décision d'autoritaire. Mais alors pour l'Union européenne, ça serait possible? Franchement, c'est plutôt inquiétant pour la crypto. Je veux pas être alarmiste, mais je pense que la communauté de la crypto va devoir se prononcer face à ça. On va parler maintenant d'un film qui devrait voir le jour sur l'histoire d'Ethereum, sur la création d'Ethereum, produit par Ridley Scott. Donc Ridley Scott, le réalisateur d'Alien notamment. On connaît pas encore les acteurs, on connaît le réalisateur, je le connaissais pas. J'ai plus le nom ici, mais c'est un réalisateur pas très connu qui a fait quelques films pas très connus. Et voilà, c'est Shyam Madi Raju, le réalisateur. Mais bon, Ridley Scott, on le connaît tous. Voilà, il a fait plein de très gros films. Et moi, j'ai hâte de voir qui va jouer Vitalik, qui va jouer Charles Hoskinson, le créateur de Cardano. En tout cas, ça va être intéressant de voir si ça permet aussi à démocratiser encore plus Ethereum.
un peu comme le film de Social Network avait permis de retracer en fait toute l'histoire de Facebook et de rendre Mark Zuckerberg très populaire. Peut-être que là, ça va rendre Vitalik connu du grand public, on va dire, alors que là, il est surtout connu de la cryptosphère. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne croyait pas à un secteur financier autorégulé. Et durant une interview, il s'est exprimé donc concernant la réglementation MiCA et le projet d'euro numérique. Alors que le second tour approche à grands pas, le président a déclaré une interview à The Big Whale qui a eu lieu donc aujourd'hui le 22 avril. Et les journalistes lui ont posé une séquence de questions concernant l'économie numérique, le web 3.0, mais aussi les cryptos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est resté plutôt prudent dans ses déclarations. Il a ainsi déclaré que la crypto-monnaie représentait une opportunité à ne pas manquer pour la France et l'Europe de conduire donc les futures générations du web, mais que c'était également un défi social et sociétal. Et il a semblé plutôt enthousiaste donc concernant les nombreuses licornes françaises. Pour rappel, une licorne, c'est une entreprise qui dépasse les 1 milliard de capitalisation. Et on compte à l'heure actuelle plus de 26 licornes crypto françaises. Mais on a également les investissements donc dans les startups françaises qui ont été multipliés par 5 dans ce domaine-là. On terminera au niveau des news avec une Folded qui met en avant que les cryptos selon Chain Analysis ont généré en 2021 pour un total de près de 163 milliards de gains. Donc c'est complètement fou. En 2020, pour comparaison, on était à peine à 32,5. Donc vous voyez que ça monte très vite, très fort. Là, on est sur une année où on est en train de digérer les 2 années passées, que ça soit pour le marché crypto ou le marché américain. Ça peut durer 1 an de plus comme ça peut durer 2 ans de plus. Dans tous les cas, nous, pour ce qui nous intéresse, le but aussi, c'est de savoir faire le dos rond et c'est quelque chose qu'on a souvent là aussi discuté sur la chaîne. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.